Diaporama. C'est reparti. Est-ce que vous avez le diaporama? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Super. Bonjour Denis. Vous arrivez pile au bon moment pour m'intimider. Ok, donc merci, merci à tous les trois, Élodie, Astrid et Christophe, pour cette invitation. Et puis, comme Élodie l'a rappelé au départ, moi je suis surtout un philosophe des émotions et puis maintenant plus récemment du bien-être. Je ne suis pas du tout spécialiste de la dépression, donc j'espère que je ne vais pas dire des choses complètement à côté de la plaque. Mais au contraire, je trouvais que c'était, en travaillant sur le bien-être, c'était une occasion amusante, enfin pas, mais intéressante d'aller explorer ce qui se dit sur la dépression et de voir s'il n'y a pas des liens à faire. Ça, j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin. Il faut que je fasse attention au temps, je risque d'être beaucoup trop long, il ne faut pas hésiter à me couper, Élodie, je prendrai quand même. Ok. Alors, quelques petits préliminaires. Je vais mettre les visages un peu ailleurs. On présente souvent la dépression comme un trouble de l'humeur, mais évidemment, comme ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, il ne suffit évidemment pas d'être d'humeur triste pour être déprimé de façon pathologique. Et puis, en philosophie de la psychiatrie, il y a de nombreux débats sur la nature même de la dépression, dont on a eu encore une fois des échos aussi ce matin, dans la mesure où la dépression comprend des éléments affectifs, mais aussi cognitifs, si tant est qu'il y ait même un sens à distinguer ces deux termes, mais de façon assez spontanée, on voit un petit peu la distinction. Et puis, bien sûr, un autre point qu'il faut avoir en arrière-plan quand on aborde la question du rapport entre les humeurs et la dépression, c'est qu'il y a un certain nombre de débats sur ce qui est pertinent pour délimiter la catégorie des troubles mentaux ou des troubles psychologiques. À quel moment on considère qu'un état affectif devient pathologique? C'est quelque chose qu'il faudra essayer de garder en tête. Je ne savais pas que vous seriez là. Comme l'a suggéré Steve ce matin, quand on aborde la dépression, on a un peu l'impression d'un serpent qui se mord la queue parce qu'on présente couramment la dépression comme un trouble de l'humeur. Mais en même temps, une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit, puisqu'il faut clarifier le concept d'humeur. Et souvent, on a l'impression que c'est un concept inclarifiable. Et autant, quand on travaille sur les émotions, on a l'impression que les émotions, c'est un concept assez facile à appréhender, autant il est clair que le concept d'humeur nous glisse facilement entre les mains. Donc, la stratégie que je vais essayer de suivre, c'est celle qui est proposée notamment par Denis Forest dans l'ouvrage qui a été coordonné par Steve et Jérôme Wakefield. Steve Demazeux et Jérôme Wakefield, dans un papier dans lequel Denis propose de faire la démarche inverse, de partir du concept d'humeur pour essayer de délimiter et du même coup de clarifier un petit peu les enjeux qui sont ceux de la dépression en philosophie de la psychiatrie. Donc en gros, on va essayer de clarifier le concept d'humeur pour délimiter les enjeux des querelles scientifiques au sujet de la dépression. Et donc l'idée, c'est d'essayer de ne pas dissocier une démarche de philosophe de la psychiatrie et une démarche de philosophe de l'esprit. Donc j'aurai deux questions un petit peu à l'arrière-plan de ma conférence. C'est comment caractériser les phénomènes affectifs qui sont impliqués dans la dépression et en particulier les humeurs. Et puis, deuxièmement, quelles sont les questions pertinentes à partir de là, en tout cas, quelles questions on peut essayer d'envisager d'un point de vue psychiatrique pour la dépression. Alors typiquement, on pourra se demander si parler d'un trouble de l'humeur, c'est parler d'un trouble qui affecte les humeurs elles-mêmes, par exemple dans leurs manifestations, ou bien est-ce que c'est un problème de régulation des humeurs? Et puis, surtout, on pourra se demander s'il existe une forme d'état affectif normal dont la dépression pourrait nous priver. Je ne vais pas spoiler tout de suite. Donc, je vais suivre essentiellement deux parties. Je vais essayer de m'interroger sur la nature des humeurs dans un premier temps, puis dans un deuxième temps sur la question de savoir s'il y a des pathologies de l'humeur. Donc, la nature des humeurs, le point de départ, en fait, c'est que les humeurs et les émotions semblent si intimement mêlées qu'il est assez difficile de les distinguer. On rencontre souvent des propositions un petit peu nihilistes en philosophie des émotions pour dire que, en fait, c'est trop dur de les distinguer. Peut-être que le concept d'humeur n'est pas un concept aussi facile à délimiter que celui des émotions. Pour la bonne raison qu'on peut éprouver de la tristesse d'un point de vue émotionnel, mais aussi être d'humeur triste. On peut éprouver de l'anxiété, mais on peut aussi être d'humeur anxieuse. On peut éprouver de la colère et être d'humeur colérique, etc. Donc, ce n'est pas évident à première vue de distinguer ces deux concepts. C'est encore moins évident puisque les émotions favorisent souvent l'apparition des humeurs.
Si j'éprouve de la colère, ben, c'est probable que je vais être d'humeur colérique ensuite. Et puis, ben, il y a quand même un certain nombre de similarités entre les émotions et les humeurs, puisque les émotions, comme les humeurs, ont en principe une valence qui est positive ou négative, ce que certains appellent aussi parfois une tonalité hédonique. C'est le fait que c'est un état plaisant ou déplaisant. Donc, éprouver une émotion, c'est de la joie, c'est plaisant. Éprouver une humeur, ça peut être plaisant si on est d'humeur euphorique, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, ces caractéristiques-là, elles peuvent laisser penser qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les humeurs et les émotions. C'est ce que soutient par exemple Delancey dans un papier qui est amusant, en tout cas parce qu'il est stimulant, qui soutient l'idée que les humeurs sont juste des émotions globales. En fait, il n'y a pas de frontière claire entre émotions et humeurs. Il soutient même qu'il y a des humeurs basiques, tout comme il y aurait des émotions basiques. Mais il y a quand même aussi un certain nombre de critères de distinction qui sont couramment avancés pour essayer de délimiter les émotions et les humeurs. Le premier, évidemment, on l'a entendu ce matin, c'est que les émotions, elles seraient épisodiques. Souvent, c'est des phénomènes assez brefs, alors que les humeurs seraient plus durables. Typiquement, les humeurs ont tendance à se déployer assez graduellement dans le temps, alors que les émotions, au contraire, ont une fin, enfin un début et une fin qui est assez facilement identifiable. Il suffit que je repère l'événement déclencheur et puis que je repère à partir de quel moment apparemment j'ai fini d'éprouver cette étape pour savoir où a commencé, où s'est terminée cette émotion. C'est moins clair dans le cas des humeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit le critère le plus fort, mais en tout cas, c'est un critère courant. Une autre distinction, c'est que les émotions, elles ont une phénoménologie, au sens traditionnel d'un effet que ça fait. Il y a un effet que ça fait d'éprouver les émotions. Il y a une phénoménologie des émotions qui est souvent assez marquée, alors que celle des humeurs, elle est plus évanescente, plus diffuse. Bon, là encore, ce n'est pas évident que ce soit toujours un critère pertinent. Il y a des émotions qui sont assez émoussées, et inversement, il y a des humeurs qu'on ressent très fortement, si je suis d'humeur anxieuse. En revanche, c'est assez clair qu'il y a une distinction phénoménale, c'est que les humeurs ont tendance à être beaucoup plus envahissantes que les émotions, comme le souligne Christine Tapolet, au sens où nos humeurs, elles nous disposent à éprouver certaines émotions, à avoir certaines pensées, etc. On est dans une espèce de bain général mentalement. Il y a des recherches en ce moment d'ailleurs sur l'idée qu'il y aurait des atmosphères émotionnelles liées aux humeurs. Bon. Et puis, une autre distinction qu'on a aussi entendue ce matin, notamment dans l'exposé de Frédéric Vinquier, c'est que les émotions, elles semblent être tournées vers le monde extérieur. Elles portent sur des objets. J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de la montée du Front National, que sais-je. Alors que les humeurs, elles semblent être davantage tournées vers nous-mêmes, vers notre capacité à répondre aux événements, etc. De ce point de vue-là, par exemple, Maurice, qui a été évoqué, je crois, par Élodie, soutient que nos humeurs, elles nous informent à propos de nos ressources, à propos des ressources dont on dispose pour satisfaire les défis de notre environnement, ou les menaces, pour répondre aux menaces. Donc, se sentir d'humeur déprimée, typiquement, c'est sentir qu'on manque de ressources, donc se sentir une forme de fatigue, pour reprendre la question de style tout à l'heure. Donc, qu'on manque de ressources pour affronter le monde et inversement. Si on est heureux, c'est qu'on sent qu'on a tout un tas de ressources. Dans le même ordre d'idée, Green 2 soutient que les humeurs constituent un mécanisme biologique qui est destiné à déterminer l'allocation de nos ressources pour adopter certains comportements. Donc cette idée-là, on la retrouve en fait assez fréquemment aujourd'hui. J'en reparlerai à plusieurs reprises. Mais ce qui semble vraiment distinguer en fait les émotions des humeurs, c'est leur intentionnalité. Typiquement, c'est assez trivial de dire que les émotions sont des états mentaux intentionnels au sens brentanien, au sens classique, c'est-à-dire qu'elles sont dirigées sur des objets, non pas qu'elles sont volontaires, c'est pas ça que ça veut dire. Elles sont dirigées sur des objets, c'est-à-dire qu'elles portent sur des objets, et puis leur intentionnalité, elle est évaluative, parce que ces objets, en général, elles les évaluent. Typiquement, si j'éprouve de la peur, c'est que j'évalue un objet comme dangereux. Si j'éprouve de la colère, c'est que je suis en train d'évaluer un objet comme offensant, ou comme goal-obstructif, peut-être, comme on dit. Et la tristesse a tendance à évaluer un objet comme une perte, et ainsi de suite. Donc, si c'est le cas, si c'est bien le cas que les émotions elles ont cette intentionnalité évaluative, alors il est aussi probable que les émotions elles ont d'une façon ou d'une autre ce qu'on appelle des conditions de correction. C'est-à-dire des conditions sous lesquelles elles évaluent correctement leur objet. Alors bien sûr, après, le jeu des philosophes, c'est d'essayer de préciser quelles sont ces conditions de correction. Mais bon, il fait sens de penser que
que ma peur peut évaluer de façon incorrecte son objet. Si j'ai peur d'un chihuahua, manifestement, c'est que j'ai mal évalué la dangerosité de la chose. Il y a des chiens plus pervers. J'ai appris qu'il y a des Akita qui ressemblent à des Shiba. Et les Shiba sont gentils, mais les Akita sont des orgues. La question, c'est est-ce que c'est le cas des humeurs? Est-ce que les humeurs sont vraiment dirigées vers des objets? Et c'est autour de cette question que se divisent les théories des humeurs, et on trouve une distinction assez... en tout cas, on peut repérer une distinction entre deux camps, entre les partisans de la théorie phénoménaliste et puis la théorie représentationnaliste. Alors, c'est moi qui les nomme comme ça. Donc, je vais essayer de présenter un peu ces deux théories pour évaluer leurs mérites et leurs défauts respectifs. Donc, la théorie phénoménaliste, elle part de l'idée que les humeurs seraient des espèces d'états affectifs bruts qui ont tendance à colorer notre expérience d'une certaine teinte phénoménale. D'ailleurs, c'est cette idée de couleur là qu'on retrouvait dans la définition du DSM des humeurs que donnait Steve ce matin. Mais en tant qu'état affectif brut, elle serait dépourvue d'intentionnalité. Donc, les humeurs n'auraient juste pas d'objet, et donc elles n'auraient pas non plus de conditions de correction. Il n'y aurait aucun sens à parler d'humeur appropriée ou inappropriée, puisqu'il n'y a absolument aucun objet qui pourrait rendre correcte mon humeur. Autant je peux dire ma peur est inappropriée parce que son objet n'est pas dangereux, autant si j'éprouve de l'anxiété, si je suis dans une humeur anxieuse, on ne peut pas dire ton humeur est inappropriée puisqu'elle porte sur aucun objet. C'est juste un fait que je suis d'humeur anxieuse, voilà, je me suis levé anxieux. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Et donc, cette thèse-là, elle se marie assez bien avec l'idée que les humeurs, elles expriment simplement quelque chose au sujet de notre état intérieur, mais qu'elles ne portent pas vraiment sur le monde. C'est ce que suggère Robert Roberts quand il dit que les émotions peuvent être expliquées en prose, mais que les humeurs, elles ont besoin de la poésie. Donc typiquement, son idée, c'est l'idée d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'en fait, on fait appel à des métaphores le plus souvent pour expliquer nos humeurs, en tout cas pour les décrire plutôt, typiquement avec d'humeur noire, parce qu'elles ne pourraient pas être articulées dans un langage rationnel. Donc l'idée, c'est que les humeurs seraient des états fondamentalement séparés de la rationalité. Pour reprendre l'expression de Julien Deona et Fabrice Teroni, elles seraient en dehors de l'espace des raisons. Donc au mieux, les humeurs pourraient entrer dans des explications causales, mais pas dans des explications rationnelles en termes de bonne ou de mauvaise justification. Donc, par exemple, le fait que Jean était d'humeur déprimée, ça permettrait d'expliquer qu'il soit effondré en larmes après avoir été mis au courant de l'agression du président. Il n'allait pas bien, et donc on lui donne cette mauvaise nouvelle et il s'effondre. Mais en revanche, ça ne constitue pas une bonne raison de s'effondrer. En principe, on ne se met pas en larmes pour ça. Donc, c'est une raison, encore une fois, en un sens explicatif. Ça explique l'état dans lequel il va se mettre, l'émotion qu'il va éprouver, mais pas une émotion, une raison au sens fort de raison justificative. Ce n'est pas une bonne raison. Et donc, de ce point de vue-là, les humeurs, elles seraient non pas des états irrationnels, mais des états qui sont arrationnels. En fait. On est de bonne ou de mauvaise humeur tout court, d'ailleurs, c'est une intuition courante au sujet des humeurs, mais on n'est pas de bonne ou de mauvaise humeur pour de bonne ou de mauvaise raison, juste s'élever du mauvais pied, point. Alors cette théorie, elle a plusieurs avantages. En l'occurrence, elle met l'emphase sur le caractère ressenti des humeurs, et puis notamment sur leur connexion avec notre état intérieur, avec nos ressources, etc. Et puis elle met aussi un peu l'emphase sur leur porosité à l'égard des raisons. Mais en même temps, elle semble exagérer l'ensemble de ces traits, puisque certes, les humeurs, elles sont poreuses aux raisons, mais elles ne sont pas complètement étanches aux raisons. C'est une bonne nouvelle pour les thérapies, comme on l'a vu ce matin, puisqu'il existe différentes manières de réguler nos humeurs qui sont notamment, pas seulement, notamment liées aux raisons qu'on a de les éprouver ou pas. On peut aussi souligner le fait qu'on essaye souvent de justifier nos humeurs et qu'on fait appel à nos humeurs parfois pour justifier nos réactions. Et on justifie nos humeurs en nous appuyant sur des raisons qui sont liées à certains aspects de notre situation. Donc, par exemple, on peut dire qu'Emmanuel était d'humeur déprimée parce qu'ils sont partis avec de mauvais résultats aux dernières élections. C'est une bonne raison d'être d'humeur déprimée. Et c'est justement parce que nos humeurs, elles sont sujettes à des contraintes de rationalité que certaines d'entre elles nous paraissent en fait inappropriées. Donc typiquement, on a tendance à aller consulter un médecin quand on commence à avoir l'impression que nos humeurs sont plus appropriées alors à la situation dans laquelle on se trouve. Donc il ne fait aucun sens d'être d'humeur déprimée, typiquement si on n'a reçu aucune mauvaise nouvelle récemment, ou d'être d'humeur colérique si on n'a absolument rencontré aucun obstacle dans les jours récents et que tout va bien pour nous.
Et puis, les humeurs, elles semblent aussi porter sur certains aspects du monde, elles nous disposent à nous emparer affectivement de n'importe quel type d'objet. Donc, de ce point de vue-là, c'est en fait le point le plus sujet à débat actuellement, enfin, la question de l'intentionnalité, parce que aussi bien certains ont tendance à aller dans le sens de la thèse qui dirait non, mais les humeurs, elles n'ont juste pas d'objet, mais une manière de retourner cette thèse, c'est de dire elles n'ont pas d'objet, mais parce qu'elles peuvent en avoir une infinité, elles peuvent être tournées vers n'importe quel type d'objet. C'est ce qui mène en fait assez spontanément à la thèse représentationnaliste, qui est défendue notamment par Peter Goldie et puis Robert Solomon, mais pas seulement, hein, qui consiste à dire donc que les humeurs ont une intentionnalité, mais que cette intentionnalité elle est plus générale que l'intentionnalité des émotions, qu'elle porte sur le monde typiquement pris comme un tout, c'est une expression qu'on retrouve couramment. Donc les humeurs ne porteraient pas sur un objet particulier, mais sur l'ensemble de notre relation avec le monde. Et c'est un point qui permet aussi de proposer une explication assez intuitive du lien entre l'intentionnalité des humeurs et leur phénoménologie. Donc typiquement, on pourrait dire qu'être d'humeur badine, ça rend chaque objet potentiellement amusant, et inversement, une humeur triste fait de chaque objet un échec potentiel. Là encore, c'est quelque chose qu'on retrouvait bien, je trouve, ce matin dans les descriptions de patients que proposait Frédéric Vinquier. Donc la question, évidemment, à partir de là, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre l'intentionnalité des humeurs, une fois qu'on a dit qu'elles ont une intentionnalité. Alors, il y a différents types de théories. Une hypothèse assez courante, c'est de dire que les humeurs sont des états évaluatifs au même titre que les émotions, mais non pas dirigés sur des objets particuliers, mais sur le monde pris comme un tout. Et une manière de développer cette idée-là, c'est ce que propose Angela Mendelovici dans un papier qui est publié dans un ouvrage dirigé par Uriah Kriegel, qui soutient que les émotions et les humeurs sont des genres de surligneurs, en fait. C'est-à-dire qu'elles mettent en relief certains aspects des situations qu'on rencontre en fonction de nos propres intérêts. Tout comme on va surligner les lignes d'un document à partir de nos propres intérêts. Et l'avantage de cette métaphore, c'est qu'elle permet de rendre compte du fait que certaines humeurs ne sont pas dirigées. Donc il y a cette ambiguïté dans l'intentionnalité des humeurs. Et Mendelovici, elle dit, bah oui, peut-être qu'il y a des humeurs qui n'ont pas d'objet en particulier, mais parce qu'en fait, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est juste qu'on fait l'expérience d'une teinte phénoménale particulière. Là, comme je suis anxieux, je ressens du danger, mais ce danger, je ne le ressens pas comme étant dirigé sur quelque chose en particulier. C'est comme si je faisais l'expérience de la couleur du surligneur sans que j'ai surligné une ligne en particulier. Bon, c'est une métaphore qui est assez parlante, mais c'est peut-être pas il me semble que c'est pas la meilleure. Une autre hypothèse qui me semble un peu plus précise, un peu plus claire, c'est l'hypothèse qu'a développée Christine Tapolet dans un papier sur la métaphysique des humeurs, qui a été publié dans un ouvrage dirigé par Hichem Nar et Fabrice Teroni, qui soutient que les humeurs sont des états perceptifs comme les émotions, c'est-à-dire qu'elles sont des perceptions de valeur, au sens où littéralement, je ressens la valeur des choses. Sauf que si l'émotion de peur, par exemple, porte sur le danger, si la peur est une représentation du danger, ben une humeur anxieuse, ce serait plutôt une représentation d'une possibilité du danger. Donc l'idée, c'est que les humeurs seraient des représentations de possibilités évaluatives. Elles ne portent pas sur des valeurs, mais sur la possibilité que certaines valeurs apparaissent. Donc il y aura un caractère anticipatoire dans les humeurs. Donc l'idée, c'est que là où les émotions portent sur des valeurs actuelles, encore une fois, la peur, elle porte sur le danger, les humeurs, elles portent sur des valeurs qui sont susceptibles d'être instanciées. Donc typiquement, la peur, elle porte sur l'anxiété, comme humeur, elle porte sur la possibilité d'un danger. Et donc la différence entre les deux états, et ça c'est un point intéressant de l'hypothèse de Tapolet, c'est que la différence entre les deux états, émotion et humeur, ce n'est pas une différence de généralité, mais c'est plutôt une différence de modalité. Au sens où les humeurs ne portent pas sur quelque chose d'actuel, mais sur quelque chose de possible. Et puis, de ce point de vue-là, les humeurs, elles peuvent aussi avoir des conditions de correction, puisqu'on pourrait dire qu'une humeur, elle est appropriée si elle représente correctement les possibilités évaluatives dans une situation actuelle. S'il n'y a aucune possibilité concrète que j'affronte un danger à l'instant présent, alors mon anxiété est probablement incorrecte. Ou un danger dans les jours à venir. Bon. Donc, il est approprié typiquement d'être d'humeur anxieuse si j'attends un résultat de test PCR, ou peut-être plutôt un résultat de test VIH. Parce que là, le danger, c'est une possibilité objective de ma situation. Bon, c'est une théorie assez attrayante, mais elle rencontre quand même un certain nombre de difficultés.
La première, c'est que nos humeurs, elles semblent pouvoir être correctes sans qu'il soit clair que certaines possibilités évaluatives soient instanciées. Donc, il peut sembler correct d'être déprimé après la mort d'un proche, par exemple, même s'il n'existe absolument aucune possibilité sérieuse qu'on perde quelqu'un d'autre, qu'on ait à souffrir de quoi que ce soit dans les minutes qui viennent, il me semble quand même. Ça, c'est un fait. Et puis, il est possible que une deuxième difficulté qui est plus conceptuelle, c'est qu'il est possible que des expériences qui soient dotées d'un même contenu représentationnel, elles engendrent des humeurs différentes néanmoins. Ça, c'est toujours une théorie, une difficulté plus ou moins forte pour les théories représentationnelles. Parce que si les humeurs étaient des perceptions évaluatives, alors un même contenu représentationnel devrait exemplifier la même valeur. Donc typiquement, on devrait tous percevoir un test PCR comme la possibilité d'un danger. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. Et pour de bonnes raisons, c'est possible. Pour certaines personnes, le résultat ne représente qu'un, même positif, ne représente qu'un danger assez minimal. En tout cas pour elles. Peut-être moins pour leurs proches. Donc ça suggère que l'évaluation, à proprement parler, elle n'est pas dans le contenu représentationnel de l'humeur elle-même, mais qu'elle est effectuée par l'humeur sur la base de ce contenu représentationnel qui lui est fourni par d'autres sources cognitives ou mentales, si vous préférez. Donc l'idée, ce serait de dire, ça suggère que l'humeur elle-même, c'est plutôt une manière d'évaluer un contenu représentationnel donné, qui est un contenu neutre, en fait, qui n'est pas porteur de valeur. La valeur, elle est surajoutée par l'humeur. Et si on veut suivre cette voie, on va aboutir à une nouvelle théorie qu'on pourrait appeler la théorie attitudinale des humeurs. Cette théorie, la stratégie qu'il y a derrière cette théorie, c'est de suivre une proposition qui est formulée par Julien Deonat et Fabrice Thérouni au sujet des émotions, et qui consiste à distinguer pour un état mental le contenu et l'attitude qui caractérisent cet état. Donc typiquement, on considère que dans un état mental donné, il y a un contenu qui peut être perceptuel, qui peut être propositionnel, qui peut être non propositionnel. Si je dis que j'ai peur du chien, le contenu de mon état mental, c'est le chien, et puis c'est un contenu qui est perceptuel, je n'ai pas besoin de maîtriser de concept pour avoir peur du chien. Et puis l'attitude, c'est la manière dont l'esprit s'empare de ce contenu. Alors typiquement, pour donner un exemple assez simple, je peux croire que c'est une attitude que les Milwaukee Bucks vont gagner le championnat NBA, donc ça c'est le contenu de ma croyance, mais je peux avoir aussi d'autres attitudes. Je peux supposer que les Milwaukee Bucks vont gagner le championnat NBA, je peux le désirer, je peux l'espérer, etc. Après la nuit qui vient de s'écouler, ça devient déjà plus compliqué pour eux. Donc, l'idée, c'est de chercher la spécificité des humeurs, non pas dans leur contenu, mais dans l'attitude qui les caractérise, c'est-à-dire comme des attitudes qui ont pour fonction d'évaluer un contenu. Alors, pour comprendre cette théorie, je vais dire deux mots quand même de la théorie attitudinale des émotions qu'ont proposé Julien Deonat et Fabrice Thérouni. Leur idée, c'est de dire que les émotions sont des attitudes évaluatives, précisément en ce qu'elles consistent à évaluer certains contenus. Et la question après, c'est du coup, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, ces attitudes? Et leur idée, c'est de dire ces attitudes, elles se traduisent d'un point de vue corporel par une forme de préparation à l'action, qui est une idée qui a été assez bien typifiée, aussi bien par les travaux de Ekman que Freida. Donc, typiquement, si j'ai peur, je vais avoir une tendance à l'action qui est la fuite. Si je suis intéressé, au contraire, je vais avoir une tendance à l'approche. Et donc, l'idée, c'est que les sensations corporelles, elles constitueraient la phénoménologie de l'émotion. Et puis, cette phénoménologie, à son tour, en fait, elle reflète l'intentionnalité évaluative de l'émotion. Donc, si j'ai peur, encore une fois, cette peur, c'est une évaluation négative de l'objet et elle se reflète dans mon comportement de retrait. Si je suis intrigué, c'est plutôt une évaluation positive et ça se reflète dans ma conduite comportementale. Donc, une évaluation émotionnelle positive se caractérise en termes de rapprochement vis-à-vis de l'objet et inversement. Et donc, l'évaluation n'est pas dans le contenu, mais elle est dans l'attitude spécifique par laquelle on envisage ce contenu. L'hypothèse que je vous propose d'explorer maintenant, c'est ça, en fait, pour les humeurs, c'est de transvaser, si vous voulez, cette analyse aux humeurs et de dire, de la même manière, il est plausible de concevoir les humeurs en termes d'attitude évaluative qui consiste à appréhender un ensemble d'événements différents, là où les émotions sont des évaluations spécifiques de certains objets. Et cette différence d'intentionnalité, il me semble qu'elle se retrouve assez bien dans la différence phénoménale qu'on a pointée tout à l'heure entre les humeurs et les émotions.
Encore une fois, la phénoménologie des humeurs, elle est effectivement moins marquée corporellement. On ressent essentiellement la valence sous la forme d'un état de bien-être ou de mal-être dans le cas des humeurs. Mais en revanche, il y a une dimension cognitive qui est souvent plus prononcée, avec une forme de focalisation attentionnelle, avec une attitude orientée sur la résolution de problèmes, qui peut donner lieu à des ruminations, etc. Et donc, là où les émotions se présentent comme des formes de préparation à l'action, les humeurs, elles se présentent avant tout comme une forme de préparation mentale à appréhender certains événements, avec une dimension anticipatoire donc, qui est beaucoup plus marquée. De ce point de vue-là, les humeurs, comme attitude évaluative, elles résultent d'une part de notre condition émotionnelle générale, alors pas seulement, elles résultent aussi de nos jugements, etc. Mais c'est assez clair que, on l'avait noté en introduction, il y a un lien assez étroit entre les humeurs et les émotions. Et les humeurs sont généralement le résultat de la façon dont on est affecté par un certain nombre de choses qui nous importent. Si les choses ne nous importent pas, il est peu probable qu'elles soient traduites sous la forme d'humeur. Mais un autre aspect intéressant des humeurs qu'on a tendance à négliger quand on adhère un peu trop à la théorie phénoménaliste, c'est qu'elles semblent aussi être tournées vers le monde extérieur, qu'elles ont tendance à prendre la forme d'attitudes prospectives, au sens où elles évaluent la possibilité que certains événements puissent affecter positivement ou négativement nos motivations, nos désirs, nos préférences, nos intérêts, etc. Donc de ce point de vue-là, en mettant le focus sur cette idée d'attitude prospective, on peut essayer d'envelopper, de se réapproprier en fait ce qui était une suggestion intéressante de Christine Tapolet, avec cette idée qu'il y a une dimension anticipatoire dans les humeurs. Et c'est quelque chose qui a été particulièrement bien mis en avant par l'approche de Nessy en psychologie évolutionnaire, qui défend l'idée que les humeurs seraient des évaluations, ou plutôt que les humeurs évalueraient la propitiosité, ce qu'il appelle la propitiousness, des situations auxquelles on est confronté. L'idée, c'est que les humeurs, elles vont mobiliser des ressources cognitives et comportementales pour décider s'il faut investir ou pas une certaine somme d'efforts face à une situation qui va être évaluée comme étant propice à un tel investissement. Donc typiquement, si je suis déprimé, c'est que j'ai tendance à évaluer la situation que je rencontre comme étant peu propice à ce que mes efforts soient rentables. Je suis désolé pour cette métaphore. Mais l'idée, donc, c'est que les humeurs, elles visent la probabilité qu'un investissement soit rémunérateur pour la satisfaction de nos motivations. Donc, elles évaluent la probabilité qu'on rencontre un danger qui sera beaucoup trop fort pour qu'on puisse être motivé à l'affronter, ou une offense beaucoup trop forte pour qu'on puisse être déterminé à répondre, etc. Deux mots sur cette idée-là de prospection. Il me semble que la thèse attitudinale, si on la prend telle que je l'ai formulée, elle met l'accent sur plusieurs aspects intéressants des humeurs qu'on a croisés jusqu'ici, à la fois sur leur caractère adaptatif, c'est-à-dire que les humeurs semblent être des manières de faire face à notre environnement qui s'inscrivent dans la gamme générale de nos réactions affectives et donc qui se caractérisent par cet aspect prospectif. Et à ce sujet, il y a quand même des travaux récents qui ont été menés notamment par Seligman, un des grands papes de la psychologie sociale, qui a souligné dans un article, alors là j'ai mis le livre à droite, mais c'est l'article que je mentionne, coécrit avec 3 autres chercheurs, qui a souligné le fait que la prospection, en fait, c'était un peu la grande catégorie manquante de la psychologie de ces 30-40 dernières années, au sens où on a beaucoup mis l'accent sur les déterminants de notre comportement, mais pas sur la manière dont nos attitudes psychologiques anticipatoires pouvaient elles aussi déterminer notre comportement. Et donc l'idée, c'est que la prospection, ce serait une forme de représentation simulée de futurs possibles qui joue un rôle crucial dans notre vie mentale parce qu'elle nous permet de s'adapter à un environnement qui est changeant, donc qui suppose une forme d'intelligence implicite qui va mobiliser effectivement un certain nombre de ressources cognitives en fonction de nos anticipations. Donc ça, c'est, il me semble, un aspect important à explorer dans les humeurs. Un deuxième intérêt de la thèse attitudinale, c'est qu'elle permet aussi de mettre l'accent sur le caractère diffus envahissant des humeurs qu'on avait souligné, puisque comme attitude, les humeurs, elles sont connectées à nos autres états mentaux, qui vont leur fournir un contenu, donc à nos émotions, à nos croyances, etc. Et elles ont du même coup un impact assez général sur notre motivation comportementale. Et puis enfin, on peut mettre du même coup l'accent sur les conditions de correction possibles des humeurs, puisqu'il semble effectivement être incorrect d'être de bonne humeur si on est face à une situation qui est propice. Il semble être correct, d'être de bonne humeur face à une situation propice, et inversement. Bon, est-ce qu'il me reste 2 minutes pour que Ouais.
Oui, j'allais dire 2 minutes, mais Je parle des pathologies de l'humeur. ouais, à Je peu vais aller près. très vite. Prenez-le. Oui. Mes parties sont largement disproportionnées, donc rassurez-vous. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut délimiter une forme de dépression pathologique de la dépression ordinaire à partir du concept d'humeur? 2 ou 3 remarques quand même préliminaires. Il me semble que si on résume ce qu'on a dit, les thèses intentionnalistes, c'est-à-dire les thèses représentationnalistes et puis la thèse attitudinale, elles se marient plus facilement avec ce qu'on appelle les conceptions contextualistes de la dépression, celles qui mettent l'emphase sur le vécu de la personne, son histoire, etc. Parce qu'elles mettent l'emphase sur la rationalité des humains, et pas seulement sur la dimension critériologique, on pourrait dire, du diagnostic. Une deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la dépression étant protéiforme, il me semble que son versant affectif, il peut se concevoir de tout un tas de façons qui ne sont pas mutuellement exclusives les unes des autres, mais qui peuvent quand même renvoyer à des profils pathologiques différents. Et puis, si on veut en arriver là, il faudra aussi qu'on dise 2 mots de la distinction du normal et du pathologique d'un point de vue affectif. Alors, à partir de là, on peut concevoir au moins 2 ou 3 formes de dépression, il me semble, à partir des humeurs. On peut concevoir la dépression dans un premier sens comme un trouble dans la fonction évaluative des humeurs, qui engendrerait un certain nombre d'épisodes émotionnels tristes ou d'autres. Ça, c'est une hypothèse qui pourrait valoir si, typiquement, le sujet ne parvient plus à évaluer correctement la propitiosité des événements et donc il commet des erreurs systématiques et non pas occasionnelles. Voilà, j'ai un trouble de l'humeur au sens où je me trompe systématiquement au sujet de ce que le monde me permet vraiment. Ce n'est pas une hypothèse complètement satisfaisante parce qu'il est concevable qu'un sujet soit déprimé de façon pathologique, alors même que ses évaluations sont toutes correctes. C'était un point qui était suggéré là encore ce matin. Donc, je pourrais très bien être déprimé de façon pathologique parce que je vis dans un environnement parfaitement déprimant, en fait. Donc ce n'est pas complètement satisfaisant. Cette hypothèse, elle pourrait aussi valoir si les épisodes de tristesse du sujet sont appropriés mais disproportionnés. Ça, c'est une thèse qu'on retrouve souvent, qui est formulée par Tully, mais qu'on retrouve aussi parfois chez Jerome Wakefield, il me semble. Mais là encore, un autre problème, c'est que la dépression n'implique pas nécessairement des épisodes émotionnels tristes très forts, et on souligne parfois qu'elle tend aussi à aplanir le paysage émotionnel, pour reprendre l'expression de Rothenberg. Donc, c'est une première possibilité, mais ce n'est pas la plus satisfaisante, il me semble. Une autre possibilité, c'est que la dépression puisse être un trouble dans la transition des humeurs. Et que le problème ici, il serait lié aux effets pervers des évaluations négatives qui ont tendance à engendrer des boucles d'humeur négatives. Donc l'anxiété, la tristesse, etc. Cette hypothèse, elle s'explique assez bien par certains biais cognitifs tels que le biais de négativité, qu'on a évoqué là encore ce matin, mais à ce moment-là, il reste à expliquer pourquoi ces biais ils prennent le pas dans le cas de la dépression. Je crois qu'on a eu un certain nombre de suggestions à ce sujet. Cette hypothèse, elle permet aussi d'expliquer certaines formes de comorbidité dans la dépression, avec les désordres de l'anxiété généralisée. Bon, donc c'est une hypothèse intéressante. Puis il y a une hypothèse un peu similaire encore, qui consiste à dire que la dépression, c'est un trouble dans la régulation des humeurs. Au sens où les pensées négatives engendrées par l'humeur triste, elles peuvent être recyclées, comme le signale Denis Forest dans son article, que j'ai mentionné tout à l'heure, sans que les traitements médicamenteux soient efficaces. Et une possibilité à ce moment-là, c'est que la dépression, en fait, elle se caractérise par une inhibition dans la transition des humeurs, qui empêche du même coup le retour à un état affectif normal. Alors, je vais m'arrêter là, je vais dire 2 mots sur cette question-là, pour ne pas déborder davantage. La question, évidemment, c'est est-ce qu'il y a une normalité affective? Eh bien, si on se penche un petit peu sur les travaux en psychologie du bien-être, on s'aperçoit qu'il y a quand même différents états, enfin un certain nombre d'états qui sont communément partagés. Alors, à défaut d'être normaux, mais qui caractérisent de toute façon une forme de normalité affective au sens de normalité moyenne. Qui ont été bien mis en avance par Ed Diener, un grand spécialiste de la psychologie du bien-être, dans cet article, au titre évocateur pour nous, pourquoi les gens sont généralement de bonne humeur. Et donc, les faits, nous dit Diener, suggèrent que les individus sont généralement d'une humeur moyennement positive quand ils rencontrent aucun événement émotionnellement chargé, ce qu'on appelle le positive mood offset. Donc, ça renvoie au fait de se sentir dans un état relativement plaisant, mais aussi d'être attiré par un certain nombre d'activités en l'absence d'événements négatifs. Cette idée-là, elle est assez congruente avec l'idée qu'on trouve aussi chez Larson, que les humeurs fonctionneraient comme un genre de thermostat qui sert à initier des changements organiques pour retrouver un état affectif positif standard.
Ce que souligne aussi Diener, c'est qu'il y a une grande majorité des individus qui se sentent généralement heureux ou satisfaits de leur propre vie. C'est un des résultats les plus étonnants de la psychologie du bien-être, mais en fait, globalement, la plupart des gens se sentent heureux un peu partout dans le monde, en fait, quel que soit le type de mesure qu'on prenne. Ça peut varier un petit peu en fonction des mesures, mais les résultats restent assez stables. Et puis, la plupart des individus ont aussi un point fixe de bonheur, un happiness set point, comme on dit, auquel ils reviennent naturellement. Passer un mauvais événement ou passer un bon événement, en général, on revient à peu près toujours au même point de stabilité affective qui est plutôt positif. Et manifestement, la dépression sous toutes ses formes, elle semble impliquer une rupture vis-à-vis de ces différents aspects-là du bien-être. Et dans toutes les hypothèses qu'on vient de considérer là, une perturbation de l'humeur, elle impliquera probablement des troubles plus généraux sur notre bien-être. Et ce serait particulièrement le cas si le bien-être s'explique en termes de réseau causal entre les différents états psychologiques. C'est une thèse qui a été suggérée, enfin défendue, pas suggérée, par Bishop dans un ouvrage assez chouette, hein, The Good Life, qui soutient l'idée que le bien-être, c'est quelque chose qui repose sur une forme de réseau causal entre différents états psychologiques qui entretiennent comme ça une espèce de cercle vertueux entre nos désirs, nos émotions, nos humeurs, etc. Et donc, si le bien-être suppose des boucles causales positives entre nos émotions, nos désirs, nos humeurs, etc., la dépression, le plus souvent, elle semble reposer sur des boucles causales négatives qui viennent perturber ce cycle-là. Et de ce point de vue-là, je vais conclure là-dessus, on gagnerait peut-être à exploiter davantage, il me semble, les études sur le bien-être pour comprendre la dépression. Et en fait, c'est assez frappant que cette notion-là, elle est assez souvent, elle reste dans l'ombre. Elle reste dans l'ombre dans les études sur la santé. Alors, il commence à y avoir des travaux qui explorent les relations entre le bien-être et la santé. Mais de la même manière, on croise peu, dans ce que j'ai lu en tout cas, d'analyse à proprement parler du bien-être qui pourrait éclairer ce qu'est la dépression. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je ne vois pas de main levée. Alors, moi, je vais en poser une rapidement. Du coup, je me demandais, Samuel, qu'est-ce que vous... est-ce que votre... une théorie attitudinale de l'humeur, est-ce que ça vous semble en phase avec ce qui ressortirait comme conception de l'humeur des présentations qu'on a eues ce matin par les cliniciens, donc par Céline Bayens et par Fabien Vinquier? En fait, ce qui me frappait en les écoutant, c'était une similarité dans le fait que l'humeur, ça serait une sorte d'état basal qui résulte d'une accumulation de choses. Donc, ce que disait Fabien Vinquier, c'était qu'il y avait une accumulation d'événements qui se produisent, et c'était par rapport à ça qui mesurait le signal de l'humeur. Et puis, chez Céline Bayens, il y avait cette idée que je rumine sur des situations que je rencontre, et ça entretient mon humeur comme un état cumulatif, en quelque sorte. Et donc, il y a un feedback dans cette histoire, c'est que l'humeur s'étant dégradée, après, j'appréhende les événements avec une sorte de biais négatif et je les évalue négativement. Donc, est-ce que ça s'articule bien avec la théorie Ouais, justement, c'est l'idée. Oui, c'est ça. Parce que l'idée, c'est de dire, en fait, en fait, il ne faut pas se concentrer simplement sur les antécédents des humeurs. C'est sûr que les humeurs, elles dérivent de toutes nos expériences, etc. Mais elles ne font pas que dériver de ça. Elles anticipent notre futur à partir de toutes ces expériences accumulées. Donc, avant de s'intéresser à la dépression, il faut s'intéresser aux humeurs normales. La plupart du temps, oui, si j'ai éprouvé tout un tas de choses négatives dans la journée sans être dépressif, c'est assez clair que je vais avoir tendance à regarder la propitiosité des situations comme étant assez peu intéressante du point de vue de mes efforts, parce que j'ai assez souffert pour aujourd'hui. Il est temps que je me repose. Et c'est une attitude tout à fait rationnelle, en fait. C'est correct d'évaluer les choses comme ça, dans le sens. Ouais, il est probable que votre journée a été suffisamment mauvaise pour que ça ne vaille pas le coup de continuer à investir énergiquement dedans. Et là, il y a une sorte d'articulation. Ah, pardon. Ouais, et du coup, après, c'est le lien avec la dépression, il est spontané. Parce que, le problème avec la dépression, c'est que la plupart du temps, vous n'éprouvez pas que des mauvaises choses. Donc oui, vous avez une mauvaise journée. Vous avez beaucoup trop d'emails dans la journée. Mais le lendemain, il va se passer d'autres choses. Donc votre humeur, elle va s'autoréguler, etc.
Ce qui ne va pas dans la dépression, c'est que votre humeur, elle cesse pour tout un tas de raisons d'être autorégulée. Vous ne voyez plus qu'en effet, il n'y a plus que les biais négatifs qui interviennent. D'accord. Parce que j'allais dire, là, en vous écoutant, on a l'impression que c'est aussi fonction de son état intérieur. Et c'est aussi parce qu'on a consommé toutes ces ressources pour faire face à une série d'événements négatifs qu'on n'en a plus finalement. Et donc, l'humeur négative, elle reflète aussi, peut-être comme la fatigue, etc., le sentiment d'être à bout, quoi, enfin, d'être en défaut de Oui, tout à fait. ressources. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison que l'humeur soit que fonction de nos émotions. Elle est fonction de tous nos autres états, fonction de nos croyances. Si je crois que la situation française est sans espoir politiquement, c'est une très bonne raison d'être déprimé. Oui, bien sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que le caractère propice ou non de la situation, il ne dépend pas à la fois de l'état du monde et de son état interne, Si, tout à fait. d'une relation entre les deux. Oui, d'accord. Mais ça, c'est le cas. Bon, alors là, il y a des désaccords assez forts en philosophie des émotions, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est le cas de tous les états affectifs. Un danger, il est toujours relatif aussi à votre constitution interne, à vos croyances, etc. Bon, escalader une falaise, c'est pas aussi dangereux pour un grimpeur expérimenté que pour moi. Bien sûr. Donc, c'est un état relationnel, Ouais. ça décrit un état relationnel plus qu'un état fait. d'humain. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Denis Forêt voulait parler. Oui, bah déjà, je vais remercier Samuel pour son exposé très intéressant. Il y avait des nouvelles pistes, ce qui fait toujours plaisir. Moi, je voulais revenir. Vous savez, Samuel, j'ai toujours du mal avec ce lexique du caractère approprié des états affectifs et des contraintes de rationalité. Je crois que c'est une ancienne discussion entre nous. Je voulais un peu, pour avancer un peu, revenir sur la. J'ai l'impression que quand on dit que l'état affectif peut ne pas être approprié, on se concentre beaucoup sur les états négatifs. Je me demandais si est-ce que ça fait sens? Est-ce que par exemple une humeur euphorique peut être vraiment inappropriée? Est-ce qu'on peut avoir tort de se sentir très très est-ce que ce genre de choses marche dans les deux sens? J'ai l'impression qu'on se concentre énormément sur les états négatifs. Vous me direz, c'est une journée sur la dépression, donc il y a peut-être une raison à cela. Mais je me demandais si on peut, comment dire, on peut sans doute mal évaluer une situation en trouvant la vie géniale alors qu'on aurait beaucoup de raisons de ne pas la trouver très bien. Il y a un très beau roman de Richard Powers qui s'appelle Generosity, où quelqu'un a traversé des situations atroces et est toujours bienveillant et toujours bien luné le matin, etc., etc. Est-ce qu'on peut avoir tort d'être comme ça? Est-ce que c'est mal toujours d'être irrationnel en fait? Alors, merci Denis. Moi, vous savez, je suis un grand rabat-joie, vous commencez à me connaître. Ouais. Et du coup, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas être euphorique. Mais alors, pour répondre, déjà, dire que c'est inapproprié ne veut pas dire que c'est mal. Je pense que vous le savez aussi. Je préfère préciser. Et donc, oui, je pense quand même que si vous êtes euphorique alors que votre femme vient de vous quitter et que vous l'aimiez profondément et que vous venez de perdre votre travail, c'est que vraiment ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème évaluatif quand même. Après, c'est une autre chose de dire, bon, il y a être euphorique et puis il y a être plutôt bien luné, comme vous le dites, et donc être bien disposé à affronter les situations. Et bon, ça, il me semble que c'est... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des variations d'humeur, etc. Ça renvoie plus à une disposition générale qui serait liée à une forme de tempérament, ou même, je sais pas, après, il y a des gens qui développent ça en termes d'éthique de la vertu. Donc, ça ne me semble pas incompatible, quoi, en fait. Vous pouvez très bien penser qu'il y a des humeurs relativement inappropriées, mais vous pouvez aussi penser qu'il y a des... Ouais, une meilleure manière de répondre, c'est ça, c'est qu'il y a des bonnes raisons d'avoir des humeurs inappropriées. Si je suis, je sais pas, je pourrais être un genre d'aristotélicien forcené, je dirais oui, bon, effectivement, là, le monde va mal, mais si je veux être un bon vertueux, je dois m'efforcer d'être toujours magnanime, de bon allant, etc., etc. Je viens de me faire piétiner par tous mes adversaires. Donc je vais quand même faire preuve de grandeur d'âme. Bon, ça ne veut pas dire que mes humeurs ne sont pas inappropriées.
Donc, l'idée n'est pas de dire qu'on devrait être d'humeur appropriée ou inappropriée. L'idée est plutôt de dire qu'il y a des critères et que ces critères, ils peuvent être pertinents, notamment, il me semble que c'est ceux sur lesquels on s'appuie implicitement en fait, quand on fait de la clinique ou ce genre de choses. Mais voilà, en gros, c'est une autre question de savoir si on devrait être d'humeur appropriée ou inappropriée. Je pourrais très bien être nihiliste aussi et dire que oui, ma vie va globalement bien, etc. Et de ce point de vue-là, je devrais être d'humeur positive, mais considérant de façon plus générale l'état du monde, etc., et ce qu'il devient, je préfère être d'humeur négative. Il me semble que ça rejoint cette idée qu'on évoquait ce matin avec Fabien Vinquier, qu'il y a un biais vers l'optimisme en population générale, une tendance à être un peu trop optimiste par rapport à ce qui est justifié par la situation, mais que finalement, c'est ça qui permet d'être en bonne santé, en fait. Et que quand ce biais s'en va, on est peut-être plus vulnérable à après être dans des états où on est vraiment dominé par les émotions négatives, les humeurs négatives, etc. Alors, est-ce que oui, il y a peut-être, quand on parle de caractère approprié ou inapproprié, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vraiment par rapport à un contenu représentationnel des états affectifs qui évalue des situations qui seraient objectives et que ce n'est pas forcément en phase avec les normes de santé et de bien-être. Ouais. Et que peut-être, je ne sais pas, alors là, du coup, ce serait plutôt à Astrid de nous dire, mais dans les humeurs euphoriques qu'on a dans les états maniaques, est-ce que le problème, c'est qu'elles ne soient pas appropriées ou est-ce que c'est plutôt le fait qu'elles soient tellement intenses ou tellement excessives qu'elles conduisent à des comportements qui, là, pour le coup, ont des conséquences dangereuses, quoi. En fait, ouais, effectivement, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'inverse en fait, du tableau de dépression en psychiatrie, qui est le tableau de la manie, enfin, de l'hypomanie dans un premier temps, puis de la manie. On parle d'élation d'humeur. En fait, ce n'est pas un état d'allégresse, ce n'est pas une joie débordante. C'est plutôt une posture de mégalomanie, en fait, et de surpuissance. C'est ça, en fait, qu'on observe. Et donc, avec des comportements qui sont orientés vers des buts ultra hédoniques, sexuels, dépenses d'argent, etc. L'idée, c'est de se satisfaire à tout prix. Ce sont dans les comportements d'hypomanie, enfin, et a fortiori de manie, il n'y a pas de comportement altruiste, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas justement ce qui fait qu'en tout cas dans l'éthique du bonheur de notre société, c'est l'ouverture aux autres, le partage, etc. La manie, c'est quelque chose d'ultra égocentré, mais de même que la dépression, c'est quelque chose d'ultra égocentré, comme le disait Fabien. Les gens ne disent pas le monde est nul, le monde va mal. Ils disent je suis nul, je suis pas bien, je ne sers à rien, je dois mourir. En fait, c'est là où est vraiment le terme d'humeur en psychiatrie et pas totalement superposable au concept d'humeur qu'on a. Le terme d'humeur en psychiatrie, il connote plutôt, comme disait Fabien, d'ailleurs il a sa définition parce qu'il est clinicien, le type d'appréciation globale qu'on porte envers son monde intérieur, envers soi, envers sa perception de soi. C'est plutôt comme ça que je décrirais. Puis à mon avis, là, on glisse vers quelque chose qui est extrêmement intéressant. On a vraiment frôlé ce matin, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé, mais je trouve que dans la question de Denis Forest, il y a ça, et dans la réponse de Samuel Épine aussi. C'est la question ensuite de la transition. Donc, on a l'émotion qui serait l'espèce de petite brique de base qui évalue des situations, on va dire, ponctuelles. Il y aurait l'humeur qui serait une coloration un peu plus pérenne, en tout cas qui ne serait pas une réaction spontanée à des événements. Et puis, il y a surtout ce qu'on appelle la personnalité derrière. Donc, ce serait le troisième mouvement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est ultra important dans la nosographie psychiatrique et qui est vraiment très discuté actuellement, enfin, qui n'est pas pris à bras-le-corps, mais qui est quand même très discuté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnalités. Et d'ailleurs, quand Samuel Épine parle de « je peux être aristotélicien, je peux être cynique », en fait, c'est des typologies de types d'attitudes envers le monde beaucoup plus structurées, beaucoup plus pérennes, soit qu'elles soient transmises par la socialisation primaire ou même secondaire au cours de la vie. Tiens, je décide d'être aristotélicien ou épicurien. Et qui, là, en fait, vont donner à l'individu des patterns, à mon avis, d'humeur, de réaction émotionnelle, des grilles de lecture du monde, sédimenter des types de biais qui soient dans une surévaluation, une sous-évaluation des choses qui est importante. Et à mon avis, on n'a pas abordé de front cette question de la personnalité.
Alors, je donne une définition qui est très proche du DSM, mais je trouve que pour le coup, sur ce coup-là, le DSM n'est pas mauvais. Il dit que ce sont des ensembles stables de perception de soi et du monde, et qu'une personnalité normale, justement, c'est quand on est capable d'adapter ces grilles de lecture différentes qu'on a en fonction des situations, et que les personnalités pathologiques sont celles où il y a un unique mode de réponse, quel que soit l'environnement, en fait. Par exemple, parce que c'est un peu abstrait ce que je raconte, dans le DSM, vous avez toute une série de personnalités pathologiques qui sont présentes. Donc, ça a été des personnalités antisociales, paranoïaques, histrioniques, etc. En fait, si on lit toutes ces personnalités, à chaque fois, on s'y reconnaît. Mais si on se reconnaît dans toutes les personnalités, c'est justement qu'on va bien. Parce qu'on peut parfois répondre sur un mode histrionique, on peut parfois répondre sur un mode antisocial, sur un mode paranoïaque, etc. Alors que des patients dont nous, on va dire qu'ils ont trop de personnalités, c'est qu'ils ont cette unique façon d'être au monde et aux autres. Et évidemment, il y a des personnalités qui vont probablement prédisposer à avoir une humeur dépressive au sens psychiatrique, c'est-à-dire une perception de soi et un monde intérieur qui soit vraiment déprimé au sens quasiment météorologique du terme, ou au contraire une élation, idem, une surpression, quoi, avec une idée de soi qui est grandiose, une surélévation de sa puissance, une intolérance à la frustration majeure. D'ailleurs, c'est très difficile même à faire comprendre à des étudiants initialement que, par exemple, quelqu'un qui est dans un moment de manie, en fait, peut justement, ne tolère absolument pas la frustration, ça veut dire qu'il peut être même dangereux dans l'interaction, c'est-à-dire qu'il ne va absolument pas tolérer qu'on puisse se mettre sur sa route, parce que lui, il a des objectifs qu'il faut assouvir immédiatement. Ce n'est pas du tout la joie et l'allégresse, on ne peut pas blaguer avec un patient maniaque, en fait. Et justement, ce n'est pas possible, ce n'est pas de la bonne humeur, hein. C'est vraiment une volonté de puissance qui écrase tout autour. Et c'est en ça que c'est une forme de folie, c'est-à-dire que ça nie en fait la réalité, ça nie la présence d'autrui, ça nie ce qu'il y a autour dans ces moments-là. De même que les personnes déprimées, et les gens le décrivent très bien, hein, ils ne sont pas disponibles pour aimer leurs proches, ils ne sont pas disponibles pour apprécier être avec autrui, ils ne sont pas disponibles pour apprécier les belles choses de la vie qui pouvaient par ailleurs. Et donc, dans la manie, dans cette élation d'humeur, il n'y a pas non plus de disponibilité à ces choses-là, mais sur un autre versant. Je ne sais pas si j'ai pu un peu répondre à ces Merci questions. beaucoup Astrid, oui, c'était passionnant. Et je vais te laisser peut-être, puisque tu as la parole, Oui. présenter Julien Bernard, puisqu'on va essayer de ne pas prendre trop de retard sur notre Ouais. planning, et on fera peut-être une petite pause plus tard.